Bonjour le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la diaspora, chers téléspectateurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de votre revue d'actualité hebdomadaire Décrypter l'Afrique, coproduite avec le média et Vox Africa, qui la diffuse tous les dimanches à 16h GMT, soit 17h heure d'hiver à Paris. Aujourd'hui, Décrypter l'Afrique se déclinera en deux blocs, un débat sur la situation en République démocratique du Congo. Sommes-nous face à une nouvelle guerre mondiale africaine? Pour en parler, trois journalistes spécialisés dans les actualités du continent m'ont rejoint: Fabrice Huimot du média, Michael Poron d'Afrique 21 et Noé Michalon d'Africa Intelligence. Enfin, un entretien avec Simon Do, président du groupe parlementaire PDCI-RDA, principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Comment analyse-t-il la situation politique actuelle et quelles perspectives pour l'avenir? C'est parti. Au début de l'année 2000, le New York Times parlait de guerre mondiale africaine en évoquant le conflit en République démocratique du Congo. 6 pays avaient alors leurs armées au sein du pays qui était dirigé par Laurent Désiré Kabila, chacun jouant sa partition au prétexte de l'intérêt national ou du panafricanisme. Un quart de siècle plus tard, la guerre du Congo, ou plus sûrement la guerre au Congo, qui ne s'est jamais éteinte, redevient chaude avec la prise de Goma par un M23 derrière lequel l'ombre de l'armée rwandaise est de plus en plus évidente, comme l'a expliqué aux médias Bienvenu Matumo, politiste et militant pour les droits humains au sein de la Lucha. Pendant ce temps, Kinshasa, la capitale, s'échauffe et des manifestants s'en prennent à certains intérêts étrangers, notamment à l'ambassade de France. Et la bataille de communication a repris entre les pouvoirs de Kinshasa et de Kigali, comme par le passé et comme ses prédécesseurs. Félix Tshisekedi pointe du doigt le Rwanda. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. De son côté, Paul Kagame ne se contente pas d'invectiver son homologue congolais, il s'en prend à Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, ce dernier ayant demandé aux troupes de son pays de quitter Goma. Last 2 days, on Monday and today this morning, I spoke with the president of South Africa who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo. And he's also there pretending to be playing a peacemaker role. And he has a force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi because these are people who are not supposed to be in Congo, that these are from Rwanda, or the M23 are not Rwandans, please. Rwanda, Afrique du Sud, Burundi, Kenya, Union africaine, plus que jamais, la guerre en RDC n'est pas seulement congolaise, mais qui sont les acteurs et quelles sont leurs lignes de fracture? Fabrice. Les acteurs, évidemment, sont les troupes engagées dans cet affrontement, les FARDC, les forces armées congolaises, mais aussi le M23, qui est évidemment soutenu pas seulement par l'ombre, mais clairement par des troupes venues du Rwanda, 3000 hommes. Le faux nez du Rwanda? Le faux nez, c'est de plus en plus avéré et c'est factuel que le Rwanda aujourd'hui apporte un soutien militaire de terrain à ces rebelles du M23. Et aussi les Wazalendo. Les Wazalendo, les supplétifs de l'armée. Globalement, je Mais pense... on parle également de troupes sud-africaines.
On parle de troupes sud-africaines parce que les troupes régionales aussi sont impliquées dans le maintien de la paix, on va dire, dans cette région. Les troupes des Nations Unies également, la force d'intervention des Nations Unies. Je pense que globalement, on est dans une situation qui est devenue intenable pour les partis et autant il y a eu une période où la calmie était relative et où on voyait une avancée, mais une avancée assez pondérée, assez modérée, assez gérée par l'armée congolaise. Aujourd'hui, elle est en pleine déshérence, on peut le dire, et l'avancée à Goma, sur Goma, est une percée significative pour le M23 et qui menace définitivement toute la région de l'Est de la RDC, pour ne pas dire toute la RDC, d'où l'inquiétude de l'État congolais, d'où l'inquiétude de Félix Tshisekedi, qui montre aussi quelque part la faiblesse, la faillite de cet État qui n'a pas su contrôler alors qu'elle voyait ce danger arriver depuis quelques années. Alors, Michael, cette nouvelle guerre donne lieu à des montées de mercure diplomatique en Afrique. Pourquoi, à chaque fois, les guerres congolaises sont des guerres africaines et cette fois-ci, qu'est-ce qui crée la controverse régionale, si on peut résumer? La controverse régionale. En tout cas, je voudrais revenir sur quelque chose, c'est sur le fait, quand tu as dit en introduction que Paul Kagame s'en était pris à Cyril Ramaphosa. La première raison, c'est qu'en fait, Cyril Ramaphosa avait qualifié de milice l'armée rwandaise, ce qu'il n'a pas apprécié. Il avait il a demandé à la milice rwandaise de partir. La milice rwandaise, peut-être qu'il parle du M23. Non, il parlait réellement des soldats rwandais, en fait, qui sont là, et on le sait, aujourd'hui, il y a au moins 4000 soldats rwandais qui sont là, avec le M23 à Goma, ce qui a permis la prise de Goma, très probablement, et la sécurisation de Goma. Et la deuxième... sécurisation, ça dépend pour qui. Oui, moi, je sais pas, j'ai discuté hier matin avec quelqu'un qui était à Goma, qui me disait que les gens revenaient, etc. Maintenant, voilà, la situation reste chaotique, de toute façon. Il y a eu une conférence de presse aussi hier de Corneille Nangaa et avec à côté de lui le chef du M23, etc. Bon. Le chef du M23 qui dit qu'il va aller jusqu'à Kinshasa. Alors c'est Corneille Nangaa. On dirait Laurent Désiré Kabila de l'époque. Ça, c'est Corneille Nangaa, de l'Alliance Fleuve Congo, qui est un peu la figure politique, on va dire, du mouvement, qui a dit que ce qu'il visait, en fait, c'est Kinshasa. Mais on ne sait pas, le M23, en fait, qui est donc de fait soutenu par le Rwanda, quelle sera, en fait, son attitude réelle. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'ils descendent sur le sud, vers Bukavu. Et l'autre chose avec Ramaphosa, c'est que c'est pas une force de maintien de la paix, en fait, la SAMI-RDC, DRC, je crois. En fait, ils ont un mandat qui leur permet aussi de combattre, en fait, aux côtés des forces armées congolaises. Donc, juste sur la sémantique, en fait, du coup, Paul Kagame s'en est pris effectivement assez violemment à Ramaphosa. Et ensuite, sur les questions diplomatiques régionales, on sait aussi que le Burundi est aux côtés de l'armée congolaise, donc voilà. Et ensuite, à Kinshasa, effectivement, il y a les ambassades, tu le rappelais en introduction, qui ont été attaquées, dont l'ambassade française, parce qu'en fait, la RDC, depuis longtemps, Tshisekedi, accuse la France et l'Europe de ne pas être très clairs, en fait, sur la position qu'ils tiennent par rapport à cette avancée du Rwanda. On reviendra sur le jeu de la communauté internationale un peu plus tard. Noé, l'ambassade du Kenya à Kinshasa a été attaquée, et l'opinion quinoise considère Nairobi comme un allié du Rwanda, le Kenya qui est la locomotive économique de l'Afrique de l'Est. Pourquoi ? Salut Théophile, salut Fabrice et Michael. En effet, la semaine a été assez chargée ici à Nairobi. En fait, les relations entre le Kenya et la RDC ont beaucoup évolué ces dernières années et se sont beaucoup détériorées depuis l'arrivée de William Ruto à la tête de l'État kényan il y a 2 ans et demi. En fait, son prédécesseur, Uhuru Kenyatta, entretenait de très bonnes relations avec la famille Tshisekedi même. Uhuru Kenyatta était le fils du premier président kényan aussi. Donc, c'est des relations de longue date et qui étaient plutôt bonnes. Entre dynasties politiques. En quelque sorte. Et donc, en fait, depuis l'arrivée au pouvoir de Uhuru Kenyatta, les relations étaient assez florissantes, en fait. Kenyatta voyait dans la RDC ce grand voisin indirect de une centaine de millions d'habitants et donc autant d'opportunités de faire du business.
Et donc, on commençait à voir ces dernières années l'arrivée notamment de la banque Equity Bank, l'une des principales banques kenyanes, dont la RDC est devenue maintenant le premier marché dans toute l'Afrique de l'Est. Et puis, Kenyatta a facilité l'inclusion de la RDC au sein de la communauté est-africaine. C'est vraiment lui, alors qu'il était président de l'EAC, c'est une présidence tournante chaque année, c'est lui qui s'est vraiment démené pour faire entrer la RDC dans le bloc et donc faciliter aussi le business. Ça s'est assez vite détérioré quand William Ruto est arrivé, parce que William Ruto s'entend assez mal, ça fluctue beaucoup, mais il s'entend quand même assez mal avec son prédécesseur. Et donc, une fois au pouvoir, il a changé un petit peu les cercles d'affaires qui étaient à la manœuvre à l'étranger. Assez vite, on a eu aussi un moment qui a été une déflagration importante diplomatiquement, fin 2023, quand vous avez eu donc Corneille Nangaa, la façade politique, le leader politique de l'Alliance Fleuve Congo, qui a créé cette alliance-là depuis l'hôtel Serena de Nairobi. Ce qui a marqué en effet le début de tensions importantes où la RDC à ce moment-là a même rappelé son ambassadeur à Kinshasa et a accusé l'administration Ruto de vouloir semer le trouble en soutenant le M23. Donc depuis, on est toujours sur cette séquence-là où le Kenya essaie quand même de jouer au médiateur. Là, c'est aujourd'hui William Ruto qui est à la tête de l'East African Community, donc il a organisé un sommet qui s'est tenu finalement virtuellement il y a 2 jours, enfin en tout cas en milieu de semaine, au sommet auquel finalement Félix Tshisekedi ne s'est pas présenté. Félix Tshisekedi, lui, est plutôt allé en Angola, autre médiateur du conflit, dans lequel il semble avoir plus de confiance. Et donc, finalement, tous les membres de l'East African Community ont discuté entre eux sans la RDC. Donc, ça marque en effet un déficit de confiance énorme en ce moment depuis la RDC envers le Kenya et même envers la communauté est-africaine. Alors, ce qui est marquant, ce qui est étonnant, c'est que, d'une certaine manière, l'Union africaine, une fois de plus, elle démontre son incurie, elle semble paralysée par ces dissensions. Parce que là, tu parles de l'Organisation des États de l'Afrique de l'Est, mais l'Union africaine, en tant qu'organisation, elle est à la ramasse également. C'est vrai que pour l'instant, on ne l'a pas énormément entendu. En fait, ce qu'on entend beaucoup ici, c'est que le sommet de l'Union africaine, qui aura lieu d'ici une quinzaine de jours, un peu moins, une dizaine de jours, ce sommet-là sera sûrement l'occasion de tractations, de discussions assez intenses, qui seront déjà précédées d'autres étapes. En fait, on commence au niveau régional. Et donc, maintenant qu'on a eu ce sommet de la communauté est-africaine, la prochaine étape, c'est un sommet entre l'EAC, la communauté est-africaine, et la SADC. Des États d'Afrique australe. Un sommet qui s'annonce pas évident parce que on a justement vu les tensions énormes entre l'Afrique du Sud et le Rwanda. Et donc rassembler tous ces États-là dans la même pièce s'annonce assez explosif. Donc on verra, est-ce que l'Union africaine va ensuite prendre le relais au moment de son sommet annuel à la moitié du mois de février. On va voir. Un point important, c'est que le nouveau président de la Commission de l'Union africaine sera élu à cette occasion-là. Et que c'est au tour de l'Afrique de l'Est, justement, d'avoir un de ces candidats élus à ce moment-là. Est-ce que ce sera le Kenyan Raila Odinga, qui du coup sera assez proche de la diplomatie kenyane? Est-ce que ce sera le Djiboutien Mohamed Ali Youssouf qui sera élu? Ou peut-être même le Malgache Richard Indramandrato? Selon l'issue de ce vote-là aussi, ça pourra aussi influer sur la manière dont l'UA interviendra ou non dans ce conflit. Alors Fabrice, l'Union africaine, combien de divisions? L'Union africaine, comme d'habitude, malheureusement, est absente d'un rendez-vous sur lequel on l'aurait attendu vraiment en amont. Parce qu'on voit aujourd'hui que finalement, le ministre des Affaires étrangères français mène la tournée diplomatique un peu. Il était hier, il me semble, à Kinshasa. Il va rencontrer également Paul Kagame. On voit qu'en fait, la partie qui mène un peu les discussions entre les deux parties en conflit, c'est finalement la partie française qu'on a critiquée pour sa réserve, et que l'Union africaine, qui devrait montrer qu'une institution africaine est capable d'intervenir dans un tel conflit, est aux abonnés absents. Dans les premières prises de parole, les premiers communiqués de l'Union africaine, on n'arrivait même pas à identifier les parties qui étaient en conflit. On n'arrivait pas à dire clairement que le Rwanda soutient le M23. Ça démontre à suffisance que c'est une organisation qui malheureusement
ploie un peu sous l'influence rwandaise, malheureusement. En plus, d'une certaine manière, l'Union africaine, son fondement, son tabou suprême, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Et là, le Rwanda, il a juste déchiré la charte de l'Union africaine, déchiré l'histoire de l'organisation de l'Union africaine, et c'est comme s'il n'avait violé aucun tabou. Peut-être qu'il faut aussi évoquer, alors on marche toujours un peu sur des œufs, mais la mémoire du génocide des Tutsis qui fait que le fait que Paul Kagame a été la figure du combat contre les génocidaires peut-être met encore aujourd'hui en difficulté ceux qui veulent personnaliser et peut-être s'attaquer directement à lui. Je ne dis pas que c'est la seule explication, mais l'Union africaine aujourd'hui peut-être paye le fait de cette instrumentalisation du côté rwandais de la mémoire du génocide et vraiment n'arrive pas à jouer son rôle de médiateur ou d'acteur dans cette situation trouble. Alors, Michael, est-ce que c'est trop schématique de dire, finalement, dans cette question RDC, il y a l'Afrique de l'Est qui roule plus ou moins pour le Rwanda et l'Afrique australe qui joue plus ou moins pour le Congo, et on a l'impression que les alliances de l'époque de la guerre entre Kabila et Kagame, Kabila père et Kagame, c'est-à-dire la première grande guerre du Congo, continuent d'exister en dépit des années et des décennies qui passent. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait l'Angola, plus ou moins l'Afrique du Sud aux côtés du Rwanda, et on avait l'Ouganda, du Congo, on avait l'Ouganda du côté du Rwanda, etc. Est-ce que c'est une permanence désormais ? Moi, je pense qu'il faut vraiment être prudent. Il faudrait regarder pays par pays. C'était très intéressant sur la position du Kenya et historiquement pourquoi. Le Kenya qui pour le coup a switché. Ouais, tu parlais de l'Ouganda. L'Ouganda, c'est vraiment très, très étrange. On a publié, nous, un papier sur un peu le double jeu de l'Ouganda. C'est-à-dire que l'Ouganda a des intérêts clairement dans l'est de la RDC. D'ailleurs, d'aucuns, tout le monde n'est pas d'accord, mais l'une des causes qui aurait pu réactiver le M23 en 2021, donc avec en sous-main Kigali, c'est notamment des accords commerciaux entre l'Ouganda et la RDC qui prévoyaient des routes qui auraient privé le Rwanda d'une route notamment de ses ressources dans l'est du Congo. Donc, ces ressources CES, pas SES, parce que ce ne sont pas les ressources du Rwanda. De ces CES, mais du coup qu'il s'approprie ensuite. Et on sait que l'Ouganda reste proche du Rwanda. On sait aussi qu'en Ouganda, le M23 sort comme il veut. Ça a été documenté. Donc en fait, l'Ouganda a quand même un jeu encore très, très étrange et très, très flou dans cette question. Donc c'est pour ça, je pense, que c'est pays par pays qu'il faut regarder. Moi, je voudrais rebondir sur la question historique. Effectivement, on ne peut pas écarter complètement la question de 1994 et du génocide des Tutsis. En fait, il y a deux discours aujourd'hui qui me semblent importants dans Kigali. Le premier discours, c'est la sécurité. Et je ne dis pas que c'est très probablement aussi instrumentalisé, mais au sein de la population rwandaise, par exemple, c'est un discours très populaire. Donc en fait... en même temps, au Rwanda, il n'y a pas de démocratie. On ne sait pas l'état de l'opinion publique au moi, Rwanda. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on discute, qu'on demande aux gens, peu importe, à la volée, que ce soit des jeunes ou que ce soit des moins jeunes, ou que ce soit des mototaxis, des étudiants... mais quand on demande aux gens, dans un pays où il y a 99% de vote pour le pouvoir... La première chose qu'ils demandent, c'est la sécurité. On leur demande, c'est quoi votre priorité ? C'est la sécurité. En fait, il y a quand même un traumatisme qui est là. Ça, c'est évident. Ça a été documenté. Il y a 30% au moins de la population qui est traumatisée de 94 et qui a peur, en fait. Et ça, c'est aussi un argument qui est utilisé d'un point de vue politique pour avoir le soutien, en tout cas, par rapport à ces incursions. Parce que n'oublions pas que Paul Kagame a toujours dit, c'est les FDLR, donc ce fameux groupe issu des génocidaires. On ne sait pas vraiment ce qui reste des FDLR. C'est pour ça que cette question est probablement instrumentalisée. Le génocide a eu lieu en 1994, il y a 31 ans. Les
les gens qui l'ont commis sont majoritairement morts. Hein. Oui, ou en tout cas ne sont certainement mourants, plus, ou en tout cas plus en état de combat. Avec l'arme à la main. Alors, ça, c'est une question qu'il faudra approfondir. Je pense que des recherches seront faites bientôt pour savoir ce qui reste exactement de l'idéologie en fait, des LR dans cette région. Mais encore une fois, nous, on a publié aussi un reportage dans des camps Tutsis de Goma, un peu avant la guerre, il y a quelques mois, c'était en août 2024, où quand même ces gens disaient que l'ambiance était dégradée à leur rencontre. Mais il y a aussi une idéologie suprémaciste du Rwanda. C'est-à-dire qu'il est impossible d'imaginer que dans un contexte pareil, il n'y aura pas de haine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, comment dire, une volonté, on va dire, de conquête de territoire de Paul Kagame. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a certaines réalités locales et ce serait bien dommage de dépolitiser aussi les choses et de ne pas voir ça aussi. On l'a vu avec tous les... je veux dire, il y a des organisations des droits de l'homme en RDC qui ont alerté sur les discours anti-Tutsi qui montaient en RDC, et c'est quand même une réalité. Et donc, Kagame les fait monter aussi. Alors, clairement, il utilise, ça le sert, en tout cas ça sert le discours qu'il a depuis 30 ans par rapport à ça, et je ne dis pas que c'est la seule raison qui motive Paul Kagame pour aller sur le terrain. Je dis simplement qu'il ne faut pas non plus occulter toutes les causes, et notamment des causes parfois complexes, locales, qui existent. Alors, tu as la parole, je te laisse la parole pour évoquer un autre sujet. Au-delà de l'Afrique, la France est soupçonnée de jouer un jeu trouble, alors même que la diplomatie française, en tout cas si l'on s'en tient au verbe, en fait, elle donne l'impression de se tenir aux côtés de Kinshasa. Les mercenaires roumains arrêtés par les Rwandais appartiennent à des sociétés militaires privées liées à la France. D'ailleurs, on se rend compte que chacun a son petit Wagner, n'est-ce pas ? Quel rôle joue la France dans ce grand chaos et l'Occident de... Alors sur les sociétés de mercenaires, je pense que moi je reste prudent. C'est des sociétés, enfin il y a une société franco-roumaine. En tout cas là, sur place, effectivement ces mercenaires sont dirigés par un ancien de la Légion étrangère, mais qui est roumain. Et donc après, est-ce que la France, en termes d'État et d'un point de vue politique, était derrière cette société ? Ça, je peux pas aller plus loin là-dessus. On prend moins de pincettes quand il s'agit des liens entre Wagner, Africa Corps. Oui, mais parce que là c'est avéré, parce que par exemple Wagner avant, Prigojine, il était au Kremlin, donc il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Là, en l'occurrence, c'est une société encore une fois franco-roumaine avec son siège en Roumanie, qui est payée par la RDC pour venir officiellement former, mais qui s'est retrouvé effectivement sur le terrain. Ça, en tout cas, pourquoi les Congolais en veulent aux Français ? Ensuite, voilà, d'un point de vue politique, la position de la France est quand même très ambiguë. C'est-à-dire qu'elle condamne en fait le Rwanda, elle demande au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. En même temps, la France, comme la communauté internationale, ne sanctionne pas concrètement le Rwanda. Il y a l'Angleterre qui est en train de monter le ton, la Grande-Bretagne qui a dit qu'il y a eu un entretien avec Paul Kagame et qui a dit que l'aide pourrait être arrêtée, l'aide internationale, ce qui représente beaucoup, $1 milliard, je crois, par an. La Belgique aussi qui demande la Belgique des sanctions de qui est sur une position bien différente de la France, mais tout se joue aussi au niveau donc ça, c'est l'affichage de la France qui dit on condamne, mais qui ne sanctionne pas concrètement, et qui en plus soutient au niveau de l'Union européenne, le fait que l'Union européenne finance l'armée rwandaise au nord du Mozambique. Parce qu'il y a les intérêts de Total. Parce qu'il y a des intérêts de Total, exactement. Et ce qui est soulevé dans un très intéressant papier de Christophe Titeka sur notre site, il explique bien justement qu'au sein de l'Union européenne, tout le monde n'est pas d'accord, et notamment la Belgique, qui est freiné des cas de fer pour renouveler ce financement à l'armée rwandaise, notamment parce qu'ils sont incapables de savoir si cet argent, qui n'est pas grand-chose dans le fond, 20 millions d'euros, ça va payer du transport de troupes principalement, mais ils sont incapables de vérifier que cet argent ne va pas bénéficier aussi aux troupes sur le terrain dans l'Est du Congo. Et c'est vraiment un problème. Et donc, on voit bien que là, la France, d'un côté, condamne officiellement sans faire de sanctions, et ensuite, à l'Europe, défend le fait de financer l'armée rwandaise au nord du Mozambique. L'hypocrisie, c'est également, Fabrice, l'Ukraine. C'est-à-dire la Russie en Ukraine se comporte comme le Rwanda en RDC, avec une antériorité moindre, parce que le Rwanda au RDC, ça fait plus de 30 ans qu'il se porte ainsi, il a précédé la Russie, mais en Occident, il y a quelques, disons, pudeurs de gazelle. Au Conseil de sécurité, en tout cas, la Chine s'exprime de manière véhémente contre le M23 et le Rwanda, et la Russie garde une sorte de neutralité prudente.
Parce qu'il y a des parallèles à faire quand même dans la façon dont la communauté internationale, l'ONU, l'Union européenne aussi gère les deux situations qui sont de fait des situations de violation de souveraineté d'un pays sur son voisin. Je lisais un édito ce matin de quelqu'un qui disait que quand la France intervient sur la situation au Congo, on la traite de néocolonialisme, mais quand elle se met en retrait, on la traite on lui reproche d'être indifférente. Mais soutenir Paul Kagame, par exemple, ce n'est pas... en fait, c'est comme soutenir l'agresseur. Dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, c'est comme si l'Union européenne prenait le parti de Vladimir Poutine et acceptait qu'il y ait une violation de la souveraineté. Et finançait Vladimir Poutine. Et le finançait de fait. Donc, en faisant le parallèle, on se rend compte qu'il y a un peu plus d'ambiguïté quand il s'agit de la RDC et du Rwanda. Moi, j'aimerais quand même parler de la question des ressources minières parce que l'Union européenne, oui, parce que l'Union européenne est quand même partie prenante à ce niveau. On se souvient qu'en fin 2023, Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, a signé un énorme contrat, d'un énorme partenariat stratégique sur les ressources minières avec le Rwanda. Or, qui est tout petit et qui n'en a pas tant. Le Rwanda, déjà, n'est pas... Enfin, il fait partie des premiers exportateurs de coltan au monde. Et on a eu un rapport des experts de l'ONU qui montre concrètement que la production de coltan dans les zones administrées par le M23 est volontairement mélangée à la production rwandaise de coltan. Donc il y a clairement une situation où l'Union européenne se fourvoie avec le régime rwandais et va jusqu'à signer des partenariats économiques, ce qui est quand même assez grave parce que ça montre que l'Europe profite en fait de cette spoliation des ressources. Le monde profite de la spoliation du Congo. On peut dire que si le Congo, la RDC allait mieux, peut-être qu'on paierait nos téléphones 2 fois plus cher parce que l'humanité profite des ressources à bas coût qui sont volées au Congo, qui sont du coup exemptées de taxes, où finalement l'État est trop faible pour non seulement prendre sa part, mais protéger les travailleuses et les travailleurs si c'est son intention, etc. Donc, Noé, est-ce qu'on peut, d'une certaine manière, considérer que la question des ressources est au cœur des positions internationales sur la crise, la guerre au Congo, notamment des ressources minières? Oui, c'est pas vraiment nouveau. Les 2 premières guerres du Congo à la fin des années 90, début 2000 aussi avaient mené à des disputes assez acharnées pour le contrôle de certaines ressources minières. Et d'ailleurs, la Cour internationale de justice s'était prononcée sur l'exploitation de certaines ressources minières par des groupes proches de l'Ouganda et du Rwanda. Donc clairement, je pense que c'est l'une des clés assez essentielles du conflit. Je voulais peut-être revenir aussi, comme tu mentionnais avant, le rôle de la Russie. C'est vrai qu'on a souvent tendance à essayer de voir sa main dans pas mal de phénomènes actuellement sur le continent. Je pense pas qu'ils soient extrêmement influents dans aucun des 2 pays, mais ils essaient de garder des bonnes relations avec les deux. Et donc, par exemple, il y a un projet de centrale nucléaire au Rwanda. On imagine que ça va prendre du temps avant de se concrétiser, mais qui est pour l'instant porté par Rosatom, l'agence d'État russe. Et puis, les Russes doivent aussi faire face, ou en tout cas côtoyer des soldats rwandais en République centrafricaine, un terrain que Michael connaît beaucoup mieux que moi, où ils ont aussi intérêt à préserver des relations au moins de bon voisinage là-bas. Et en même temps, en RDC, ils essaient aussi de garder des liens plutôt proches. Félix Tshisekedi avait été invité au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Il n'avait pas pu y aller, il s'était désisté au dernier moment. Mais il avait envoyé son ministre de la Défense de l'époque, Jean-Pierre Bemba, qui est quand même une figure assez connue de la RDC. Donc voilà, c'était pour rajouter aussi ce petit point. Mais les Chinois, quelque part, en étant aussi véhéments vis-à-vis du Rwanda au Conseil de sécurité, alors que c'est un des pays les plus gourmands en ressources naturelles stratégiques, est-ce qu'ils prennent un pari sur l'avenir, selon vous, Noé? Je ne sais pas si...
je pense que oui, mais de cette manière, ils étaient jamais extrêmement proches, il me semble, du Rwanda. À voir comment ils vont faire aussi évoluer leur position. Tout ça, je pense, c'est assez mouvant, mais je laisse aussi les confrères se prononcer. Non, sur la question minière, on sait que, par exemple, je vais essayer d'être clair, mais aujourd'hui, une grande partie des ressources minières qui partent de la région vont en Chine parce qu'il y a ce fameux corridor qui permet d'exporter via l'océan Indien. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui des Américains et des Européens, notamment à travers un corridor qui s'appelle le corridor de Lobito. On a vu Joe Biden se déplacer en Angola pour défendre justement ce corridor. On sait que l'Union européenne essaye de pousser ce corridor pour pouvoir justement amener les minerais de la ceinture de cuivre et donc de l'Est aussi du Congo vers l'océan Atlantique, ce qui favoriserait l'exportation vers les États-Unis et l'Europe. Donc il y a une question effectivement mondiale, géostratégique là-dessus, et la Chine peut-être du coup voit son intérêt. Et qui questionne aussi la responsabilité de l'État congolais, parce que Félix Tshisekedi est en amont dans le développement de ce corridor de l'Obito et malheureusement joue un peu le jeu de cet affrontement à distance entre les États-Unis et la Chine, au lieu de peut-être essayer de préserver d'abord la situation nationale. Donc je pense que c'est... devrait faire, a priori, l'intérêt de la RDC le porterait à trouver des routes du cuivre, ou enfin des ressources qui contournent le Rwanda. L'intérêt de la RDC, ce n'est pas d'alimenter justement cet affrontement entre deux blocs, c'est justement d'abord de permettre à une accalmie dans l'Est, parce que de fait, la Chine va continuer d'exploiter son propre corridor et pour moi, ça favorise aussi cette avancée. Oui, ou alors on peut aussi estimer que c'est l'intérêt du pays de jouer la compétition entre les grandes puissances à partir du moment où ils s'y retrouvent. Mais à qui profite cette compétition? Est-ce que la population profite vraiment? Mais la population n'en profite pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas comparer une puissance qui joue la souveraineté d'un pays africain, qui respecte la souveraineté d'un pays africain, dans le cas, c'est la Chine, et des puissances qui, depuis des décennies, jouent le désordre pour acheter les matières à faible coût. En tant que chef d'État, moi je vais du côté de celui qui considère que mon pays a une valeur et que sa souveraineté n'est pas du chiffon de papier, non ? Est-ce que la Chine respecte réellement tous les accords? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que la Chine joue le jeu, exporte de manière transparente les minerais? C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que... Mais il y a une histoire, bien sûr, et je crois qu'on peut pas la déconnecter. Je fais beaucoup de publicité pour Afrique 21, mais on a publié aussi une grande interview de Fabien Lebrun, qui a publié un livre, il est sociologue, sur justement cette longue histoire en fait, du Congo, qui remonte à la traite négrière. On est venu d'abord prélever des humains, ensuite on est venu coloniser, ensuite on a exploité la forêt, le caoutchouc. Bref, en gros, depuis toujours, le Congo, les Congolaises et les Congolais travaillent finalement pour la mondialisation et pour alimenter les richesses du Nord. Donc effectivement, c'est un vieux problème qui n'est pas nouveau. Maintenant, la part du Rwanda dans cette question, ou la part du conflit actuel qui nous engage aujourd'hui à Goma, elle n'est pas complètement déconnectée de cette histoire. Mais il y a aussi des enjeux très locaux et régionaux qui sont... Justement, ça montre que d'une certaine manière, à rebours peut-être de la manière dont on peut regarder les choses en Afrique de l'Ouest, la décolonisation, elle est déjà engagée avec des jeux d'alliances compliqués. L'Afrique est déjà insérée dans la mondialisation, une mondialisation qui ne lui permet toujours pas d'être souveraine, mais on est loin d'un affrontement strict entre puissance coloniale et puissance anciennement dominée, Fabrice. Mais je pense que c'est là où il faut beaucoup de vigilance, parce que se détacher des anciennes puissances coloniales par principe ne suppose pas justement d'aller se jeter dans les bras de nouvelles puissances qui évidemment ont aussi leurs intérêts. Comme tu le disais, la Chine a ses intérêts. Tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest montre aussi que la Russie n'y est pas par charité, et que préserver les intérêts africains, justement, nécessite de chercher des solutions africaines
à ce genre de conflit. Alors évidemment, quand l'Union africaine est incapable je ne prétends pas que parler. Je ne prétends pas que la RDC à elle toute seule se suffit pour résoudre tout ce qui se passe, mais je crois qu'on pourrait trouver d'autres solutions que d'être dans une espèce d'équilibre mondial de l'affrontement commercial entre la Chine et les États-Unis. On peut noter quand même que la RDC a porté plainte récemment contre les grandes entreprises du numérique, Apple et d'autres. Et pour moi, je pense que c'est quand même important. C'est-à-dire que cette plainte qui a été déposée à Paris et à Bruxelles, enfin il y a plusieurs plaintes contre des filiales de ces grandes entreprises, justement pour faire reconnaître que ces grandes entreprises exploitent de manière éhontée, sans respecter les règles, le sous-sol congolais. Je pense que c'est une démarche, en l'occurrence, très souveraine finalement de la RDC, de dire on prend en main le dossier et on essaye d'avancer. Chaque fois que la République démocratique du Congo a souhaité revoir les contrats miniers, par exemple avec les grandes entreprises internationales, à chaque fois ils ont eu des pressions extraordinaires pour que ces entreprises continuent d'exploiter à des coûts minimes. Donc c'est pas voilà, il y a quand même des tentatives de la RDC d'essayer d'imposer sa souveraineté sur ses ressources. Mais il y a une incurie aussi d'État qu'il faut souligner et qui ne date pas évidemment de Félix Tshisekedi, bien avant Souley Kabila également. La corruption est quand même assez endémique dans ce pays. Félix Tshisekedi, beaucoup l'ont vu arriver comme peut-être le sauveur parce qu'il est quand même le fils d'Étienne Tshisekedi qui est un peu une figure de l'opposition. On imaginait qu'il aurait apporté un souffle nouveau, mais il y a un échec politique aussi à pointer du doigt, et le fait d'être très ferme dans sa position aujourd'hui ne signifie pas qu'il est suffisamment fait pour résoudre la situation. Le mot de la fin, Noé ? Merci. Voyons voir si les différents blocs régionaux arrivent à s'entendre. Je pense qu'il y a une dépendance de tous les côtés. Et l'un des fronts sur lesquels on va essayer, nous, de rester assez vigilants, c'est sur le Sud Kivu. Beaucoup d'analyses, pour l'instant, en effet, montrent qu'il y a ce risque d'une descente du front vers le Sud Kivu et vers potentiellement aussi la frontière burundaise. Et ça, je pense que c'est un point d'attention que je voulais soulever. Le Burundi est le principal allié de la RDC pour l'instant dans ce conflit et joue peut-être aussi sa survie. Le régime est assez fragile, l'économie burundaise est en ce moment à un niveau assez critique. Et on pourra voir aussi s'il n'y aura pas une déflagration secondaire au niveau du Burundi ces prochaines semaines. Merci Fabrice, Mickaël, Noé.